Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, dans le cadre des rencontres du docteur Morse, nous avons invité Lorenzo Benzi et moi, Emil Rafovic, notre collègue Louis Ciara, qui va se présenter dans quelques instants à vous, et qui a écrit tout récemment un livre paru aux éditions RS, qui s'intitule Entendre, enfin le titre étant Entendre la parole des enfants et des adolescents, une pratique clinique au centre médico-psychopédagogique et CMPP de Villeneuve-Saint-Georges, dont il a été pendant plusieurs années médecin directeur. Alors je passe la parole d'emblée au docteur Ciara qui va se présenter à vous, et ensuite je lui poserai une première question tirée en fait d'un début d'un éditorial paru dans la revue Psychiatrie française, qui se posait comme question quel modèle pour la pédopsychiatrie de demain. Et donc d'emblée je passe la parole au docteur Ciara. Bon, c'est très gentil de m'inviter. Donc je remercie tout particulièrement Lorenzo Benzi et Emil Rafovic, avec qui j'ai travaillé aussi quelques années, de m'inviter. Alors, il faut que je me présente, alors je vais me présenter. Donc, je suis psychiatre, psychanalyste, membre de l'association Lacanien International. Je suis également membre de Stop DSM depuis quelques années. Je dirais que j'ai toujours travaillé à la fois en libéral et dans une institution. Et j'ai toujours attaché beaucoup d'importance au travail en institution, parce que le travail en libéral ne me suffisait pas, et j'avais aussi besoin de travailler en équipe. Voilà. Et donc, parce que je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant sur le plan d'une dynamique à la fois transdisciplinaire et qui remet en question son propre travail, qui nourrit le travail des collègues. Voilà. Alors, j'ai attaché beaucoup d'importance au secteur public, et notamment j'ai été praticien hospitalier à temps partiel après mon internat en psychiatrie, et j'ai beaucoup travaillé sur le secteur psychiatrique de Levallois, où j'ai eu la chance de connaître Claude Léger, malheureusement aujourd'hui décédé, qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours de travail, et de tomber dans un service, qui était le service du docteur Gossel, où j'ai rencontré beaucoup de collègues que je continue à voir d'ailleurs, et qui était un service très formateur, qui était déjà un service ouvert à la psychothérapie institutionnelle, dans la filiation du docteur M, et qui m'a donné envie vraiment de travailler avec les patients, même avec des patients lourds, puisque dans les secteurs psychiatriques, en hôpital, il y a toujours des patients psychotiques qui justement nous enseignent ce que c'est que la maladie mentale et la singularité des personnes rencontrées. Et c'était un service où il y avait la section clinique qui était rattachée à l'école de la cause freudienne. Pour diverses raisons transférentielles, je me suis plutôt orienté vers l'association Lacanien International, et là j'ai eu une rencontre très importante, c'est celle de Marcel Schermack, qui m'a beaucoup appris sur les psychoses, les patients psychotiques nous apprennent concernant les névrosés, notamment. Une lecture structurale absolument géniale de cet homme, et à l'école de Sainte-Anne, qui fait partie de l'association Lacanien International. Alors, en fait, j'ai travaillé longtemps là-bas, tout en étant dans les secteurs psychiatriques, et je suis passé dès que j'ai eu un poste de faisant fonction de praticien hospitalier à temps partiel, je suis passé sur le secteur psychiatrique de Nanterre, qui était essentiellement centré par la dite maison de Nanterre. Il y avait déjà un secteur psychiatrique à l'époque, pour des raisons diverses, déjà de logique propre
à la santé publique et puis à la dynamique qui était liée au secteur psychiatrique de Nanterre, j'ai été amené à travailler dans un secteur qui s'est créé. On a coupé le secteur psychiatrique de Nanterre. À l'époque a été divisé en deux et je me suis retrouvé donc avec des patients de la maison de Nanterre qui était le lieu où les personnes sans domicile fixe de la région parisienne venaient consulter et éventuellement étaient hospitalisées, et puis une partie du secteur de Nanterre. Et là, donc, j'ai beaucoup travaillé avec des patients dans la situation d'exclusion, et moi j'aimais beaucoup les questions du social. Et puis je me suis formé aussi à la question parallèlement avec les séminaires à Sainte-Anne avec Marcel Chermac et bon nombre de collègues, à essayer d'avoir une lecture structurale de la clinique, mais toujours pour moi liée aux questions du transfert. Et c'est ainsi que j'ai fait pendant plusieurs années, je dirais, une certaine carrière, entre guillemets, dans le secteur de Nanterre. J'avais fait le choix de ce secteur parce que c'était à la fois novateur et militant. Il a fallu créer un centre médico-psychologique pour les adultes, donc je travaillais chez les adultes, et puis un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel dont j'étais responsable. Et voilà, alors j'ai fait ça pendant plusieurs années, et puis au bout d'à peu près 17 ans de travail à Nanterre, 16 ans, j'ai décidé de passer à autre chose parce que il m'a semblé important à travers l'analyse que j'ai faite en plusieurs tranches, de me confronter à la clinique de l'enfant et de l'adolescent. Et puis parce que j'ai vu s'essouffler la dynamique, j'ai commencé les prémices de la dynamique du secteur, avec des choses qui commençaient à me scandaliser, notamment parce que on commençait déjà à regarder la durée de séjour des patients. Un patient psychotique pouvait être adressé à l'hôpital, prenant du cannabis, et on le faisait sortir assez rapidement en disant que c'était plutôt un toxicomane qu'un psychotique ou un psychopathe, enfin bon. Et j'ai trouvé que la clinique commençait à être touchée, et puis il y avait déjà à ce moment-là l'esprit la logique d'entreprise à l'hôpital, je l'ai vu se mettre en place, et ça m'a beaucoup marqué. Je me rappelle de deux choses, notamment il y a eu un ingénieur qualité qui est arrivé, et tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Alors déjà se mettait en place la notion de qualité, et puis qualité des soins, mais déjà on voyait les procédures se mettre en place, des procédures administratives, et puis un hôpital avec un directeur d'hôpital, une commission d'établissement aux médecins, etc. Et puis une division aussi, il y avait quand même je dirais, la fonction de l'autorité avec les médecins, les administratifs, les médecins, le pôle infirmier, les assistantes sociales, enfin voilà. Alors à la fois ça paraissait très démocratique, et en même temps on voyait que les choses commençaient à échapper à la logique médicale, alors que j'avais combattu des années, par exemple, le côté mandarin de la médecine. Je finissais par comprendre que même le côté mandarin avait aussi son utilité. Bon, voilà, alors je dois dire que... Qualité des soins évaluée par quelqu'un qui n'était pas soignant. Qui était par quelqu'un qui n'était pas soignant. Et puis alors, ce qui m'a fait partir 2 ans ou 3 ans plus tard, c'est au moment où la responsable infirmière, le cadre infirmier qui avait été nommé, et le nouveau chef de secteur, j'ai tenu quelques années avec ça, hein, mais la première réunion institutionnelle qui réunissait quand même un secteur psychiatrique quand même conséquent, la responsable, la cadre infirmière a dit: il y a vraiment trop de réunions en psychiatrie, et la parole ça sert à rien.
pratiquement textuellement, j'exagère un peu, mais c'était pratiquement ça. Et ça m'avait arrêté. Puis j'ai vu arriver aussi de plus en plus d'invitations des laboratoires pharmaceutiques. Au fond, tout était... Une vitrine pouvait être mise en place. Alors, pourquoi pas? Mais entendre que des formations étaient mises en place dans le service, éventuellement à l'occasion par des laboratoires pharmaceutiques, j'ai commencé à m'inquiéter. Et puis, voilà. Alors, bon, ce qui fait que j'ai quitté au bout de quelques années quand même, alors que je tenais beaucoup à ce lieu, parce que je pense que le secteur psychiatrique, pour moi, c'était très important. Et je suis parti travailler en pédopsie, et je suis passé dans le médico-social, où là, en arrivant à l'association de prévention de soins et d'insertion, où vous avez travaillé, vous travaillez tous les deux, là, c'était une association des CMPP du Val-de-Marne, qui s'était transformée en association de prévention de soins et d'insertion en 2003. Je crois que c'était en 69 que ça s'est mis en place, cette association. Il y avait 14 CMPP, et il y avait cette particularité qu'il y avait ce qu'on appelle un conseil technique, où étaient réunis des membres de différentes unités de soins, ou des unités qui n'étaient pas liées directement aux soins, parce que les CMPP, ça a cette particularité dans le médico-social, c'est une institution de soins, médicaux, psychopédagogiques, étant médical, psychologique et évidemment les aspects pédagogiques. Bon. Voilà, alors j'ai trouvé que la PSI, alors il y avait beaucoup d'établissements, notamment il y avait des CESAD qui avaient été créés entre-temps, un ITEP, des foyers d'accueil médicalisés, tout un pôle autour du social, autour de la prise en charge de personnes en difficulté socialement, qui avaient des appartements avec des baux glissants, etc. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Et puis un ESAT aussi, donc c'est-à-dire l'appellation des CAT. Voilà. Voilà. Donc ça, je trouvais que c'est une association intéressante. Alors, j'ai très vite investi le conseil technique, qui est donc cette instance particulière à cette association, dont d'ailleurs Lorenzo Benzi maintenant est président, et Emile Rafovitch avait été avant moi président. Et Emile Rafovitch, on a travaillé après comme président et vice-président de cette association pendant des années. Alors, c'était un lieu d'échange quand même assez formidable, parce que justement, des représentants des différentes structures qui faisaient partie de la PSI pouvaient discuter. Et il y avait un pont comme ça entre la clinique et le social. Voilà. Et donc alors j'étais parallèlement, évidemment, tout le temps, médecin directeur de CMPP. Avec une expérience d'ailleurs en pédopsie qui était quasiment nulle dans les institutions. Je recevais déjà des patients, des adolescents à mon cabinet. Alors, tout ça, c'est pour rendre compte un peu de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie. Bon, mais au fond, moi, j'ai toujours été un psychiatre. Et puis, je ne dis pas de moi que je suis un pédopsychiatre, je ne me suis même pas inscrit comme tel au Conseil de l'Ordre, mais même si je reçois des jeunes patients à mon cabinet et des adolescents maintenant de manière plus fréquente, tout ça est quand même orienté par le fait que je travaille comme psychanalyste depuis des années, que je me suis formé à la psychanalyse, et que c'est mon fil directeur, bien plus que la psychiatrie. Mais j'ai appris à aimer aussi la psychiatrie, à condition qu'il y ait une lecture analytique de la psychiatrie. Ce qui ne m'empêche pas de considérer qu'il y a des thérapies familiales peuvent avoir leur utilité, ou telle technique. Et puis aussi les maisons vertes, il y a des tas de choses comme ça qui permettent de réfléchir. Voilà, alors du coup, au bout de 17 ans, cette fois, de travail en CMPP, j'ai pensé, parce que ça me paraissait important, j'étais soucieux de cette transmission, une expérience de travail dans une institution, avec à la fois une lecture analytique de la clinique, une lecture fondée sur la pédopsychiatrie, je dirais classique, et qui n'est pas référée évidemment
aux classifications DSM-5 et CIM-11 qui maintenant prospèrent et qui sont d'ailleurs les seules officielles. La CIM-11 depuis, je crois, janvier 2022 est la seule classification retenue. C'est une classification mondiale reconnue par les autorités publiques en France. Mais bon, donc la psychanalyse, et puis aussi la question de la psychothérapie institutionnelle. Parce que, évidemment, je me suis rappelé quand même que j'ai commencé dans un service de psychiatrie adulte, où la question, il y avait un club, par exemple, pour les patients, il y avait une façon d'essayer, il y avait des appartements thérapeutiques, il y avait des moments de rencontre, il y avait la question du pécule, etc. à l'époque. Et donc, voilà, ces trois aspects, toujours avec l'idée quand même que j'étais intéressé par les questions du social, et par ce qui pouvait... les intrications entre les discours sociaux, le retentissement sur les subjectivités individuelles et évidemment les déterminations du politique. Voilà. Alors, si nous avons souhaité, Lorenzo Benzi et moi, t'inviter, te demander évidemment de témoigner, c'est que nous nous retrouvons dans une période qu'on peut qualifier d'une période de crise de la pédopsychiatrie, crise de la psychiatrie. Et ton livre, qui nous a encore plus emballé pour t'inviter, entendre la parole des enfants et des adolescents, où tu rencontres, avec d'autres d'ailleurs, que tu cites et qui ont contribué à ce bouquin, donc tu reviens sur à la fois l'historique des CMPP, sur l'état actuel, sur des CMPP, du médico-social, et puis aussi les quelques craintes que l'on peut avoir sur l'évolution du médico-social et évidemment du devenir des CMPP. Alors, on va évidemment parler de ce livre, mais je vais, avec l'accord de Lorenzo Benzi et de Louis Ciara, lire l'éditorial qui a été rédigé par trois de nos collègues dans la revue Psychiatrie française et qui est de août 2019 et qui a pour titre « Quel modèle pour la pédopsychiatrie de demain ?» Un éditorial qui a été écrit par Michel Bodbol, Lydia Lieberman-Goldberg et Jean-Louis Griguet, qui, je pense, situe bien notre questionnement d'aujourd'hui et qui nous permettra d'ailleurs de dire que ce n'est pas que l'aspect éditorial qui nous fait t'inviter, mais aussi une sorte de réponse à donner à, en tout cas, ces interrogations que nos collègues ont cru bon de noter. Alors je vais lire donc la première partie de cet éditorial. La pédopsychiatrie française est en crise, ainsi disent tous ceux qui s'intéressent à son fonctionnement actuel ou futur. Dans les batailles autour de l'autisme et dans d'autres pathologies qui sont à l'origine d'un activisme qui s'en inspire, elle est parfois maltraitée par certaines associations de familles et certains services de l'État. Ces derniers trouvent en effet dans les accusations qu'ils portent à la pédopsychiatrie une façon de se prémunir contre la mise en cause de carences dont ils sont les principaux responsables. Ainsi reproche-t-on à la pédopsychiatrie française ses listes d'attente, ses publications insuffisantes ou trop difficiles à comprendre, ses références périmées ou au contraire sa complaisance à l'égard d'un réductionnisme plus récent, ce qu'elle fait ou ce qu'elle refuse de faire, ce qu'elle dit ou ce qu'elle tait, son intérêt ou ses réticences pour tel ou tel champ. Ces critiques, parfois contradictoires, sont souvent exprimées par les mêmes personnes dont certaines y voient l'occasion de promouvoir de nouveaux modèles qu'ils jugent plus avantageux, entre parenthèses, c'est-à-dire plus efficaces, plus économiques, plus contrôlables, plus durables, plus rationnels, etc. Voire plus rentables pour eux. Entre parenthèses, toujours, les tentatives multipliées afin de faire reconnaître telle ou telle méthode comme seule efficace, à grand renfort de campagnes de communication organisées sur le modèle du marketing politique ou commercial et en n'hésitant pas toujours à détourner les données scientifiques disponibles. SIC. Donc ça, c'est l'entrée en matière de ce numéro de Psychiatrie française. Alors donc, ton livre me semble, moi, répondre évidemment à ce que nos collègues
ont pointé. Bien entendu, tu as tes propres interrogations. Nous avons aussi des interrogations concernant nos pratiques, Lorenzo Benzi et moi. Donc voilà, si tu veux bien un peu dire les circonstances qui t'ont amené à écrire un tel bouquin, les raisons que tu as eues de faire aussi que deux de nos collègues ont contribué aussi, parce que tu voulais que cet écrit soit écrit au moins à plusieurs mains, bien entendu. Donc voilà, je te laisse la parole et peut-être aussi peut-être un mot sur cet éditorial que je trouve plutôt bien tourné et qui, à mon avis, illustre bien l'état actuel de nos interrogations. Oui, alors, bon, d'abord, peut-être dire pourquoi ce livre. Alors, c'est mon troisième bouquin. J'avais écrit un bouquin en 2011 qui s'appelle Banlieue, point avancé de la clinique contemporaine, d'une certaine façon qui a interrogé mon expérience clinique à Nanterre, puisque dans ce livre, je fais la différence entre la logique de l'exclusion et la logique de la ségrégation. Donc des questions qui touchent au social, quand même. Hein. Puisque dans ce lieu, il y avait... Nanterre, c'est l'endroit où... La maison de Nanterre, qui a une histoire très compliquée, un ancien hôpital, une ancienne prison, un hôpital, et puis un service de psychiatrie qui s'est greffé très très tardivement dans un lieu où des gens étaient accueillis, toute la région parisienne, dans une situation de déchéance, désœuvrement, et souvent en situation d'errance subjective. Alors, je m'étais appuyé sur ce livre pour rendre compte aussi de l'expérience de travail que j'avais, pas simplement avec les patients sans domicile fixe, mais aussi avec des populations que je pouvais rencontrer dans des quartiers assez pauvres de Nanterre, et qui étaient souvent des populations d'origine étrangère, des Français issus des immigrations, avec des histoires évidemment de migration différentes, familiales, et puis aussi des histoires personnelles, parce que c'est toujours à singulariser, puisqu'on travaille au cas par cas. Alors ça c'était un premier travail où j'interrogeais, je dirais, dans ce livre, à partir du travail qu'ont pu faire, par exemple, Charles Melman et Jean-Pierre Lebrun, qui était L'homme sans gravité, dans lequel Charles Melman, ils avaient proposé l'idée qu'il y avait une nouvelle économie psychique, que la clinique, évidemment, évolue avec le symptôme social, et qu'il fallait en prendre la mesure à l'échelle des subjectivités individuelles, que ce soit au niveau des névroses, des psychoses, ou voire des perversions. Et donc j'avais été sensible à cela en apportant moi-même ma pierre à l'édifice. Et donc j'avais proposé une lecture de banlieue, etc. Parce que je voulais que ce soit un bouquin clinique, qui avait aussi un message politique, surtout social. D'ailleurs, c'est un livre où j'ai très peu parlé de questions de religion. Très peu. Hein. Par contre, des disparités sociales, oui. Les effets de la déchéance sociale, oui. Mais j'ai voulu faire un livre qui mettait en avant deux points dans ce que moi j'appelais une clinique qui ressemblait à des formes de névrose contemporaine, essentiellement, mais pas que cela. Évidemment, beaucoup de patients psychotiques, et que je recevais au CMP. Et parallèlement, je travaillais à mon cabinet, tout comme toujours. Donc j'avais des patients en analyse, et je me demandais s'il n'y avait pas eu une certaine... je parlais de discrédit de la parole, une façon de la mettre en difficulté. Alors c'est intéressant parce que hier, il se trouve que je suis membre de Stop DSM, que là on fêtait les 10 ans de la... Il y a eu une manifestation organisée par Patrick Landman pour dire qu'il était important de revenir sur ces 10 ans de mise en place du DSM-5, même si ça s'est mis en place plus tardivement en France, et qui montre un tournant plus manifeste dans l'approche des soins, en pédopsychiatrie, en psychiatrie en général,
et une flambée de tout ce qui peut être une approche, une étiologie, on va dire, biologique. Comportementale. Voilà, et comportementale, avec une réduction à néant ou presque de la psychopathologie, et une façon d'ailleurs de mettre, de potentiellement détruire la psychiatrie, et aussi évidemment de ne plus tenir compte ou de disqualifier ou de considérer qu'elles sont obsolètes des avancées de la psychanalyse, que ce soit pour l'enfant ou pour l'adolescent ou pour l'adulte. Ces deux piliers majeurs que sont l'oubli voulu de la notion de symptôme au profit de la notion de trouble, et évidemment la non-considération de la relation qu'on appelle évidemment transfert, et qui est tout de même les pierres angulaires d'une pratique de l'écoute singulière, dans lequel, y compris la psychiatrie française, s'était engagée depuis fort longtemps, et qu'aujourd'hui, on voit peu à peu disparaître au détriment, évidemment, des soins à la fois que l'on peut prodiguer dans les CMPP. Et d'ailleurs, il faudra revenir à ce livre aussi, pour lequel on t'invite, c'est-à-dire comment tu... Je vais y venir, je vais y venir, parce que je raconte ça parce que c'est un peu parcours de travail. Alors, donc, il y avait deux éléments que j'avais, moi. C'était discrédit de la parole. Je parlais de discrédit de la parole, ça méritait d'être étoffé. Et puis, aussi, la disqualification du savoir dans l'autre, ou en tout cas, une difficulté quant dans le rapport à la question de la... Finalement, on parle tout le temps maintenant des compétences à mettre en avant, etc. Mais j'ai constaté, moi, des éléments dans le transfert tout à fait classiques, et puis quand même des plus jeunes sujets qui avaient cette difficulté à supposer que l'autre puisse en savoir quelque chose sur leurs histoires, sur leurs symptômes. Alors il faut nuancer tout ça, bien sûr, c'est à gros traits, hein. Et puis aussi l'impression qu'un savoir partagé sur les réseaux sociaux en valait un autre, et que tout ça, évidemment, ça n'a fait que s'accentuer, et je l'ai d'autant plus perçu avec la clinique de l'enfant et de l'adolescent. Bon. Alors, ça c'était, en 2011, c'était le bouquin sur les mots. Ensuite, j'avais fait un travail sur le retour sur la fonction paternelle, où je me suis intéressé à la fonction de nomination, plus que dans sa complexité, plus qu'à l'agent paternel, ou l'agentière, en tout cas, dans la relation. Et puis, ce livre, en fait, c'est un troisième livre, tout ça. Alors, j'ai écrit pas mal d'articles, hein, je le dis en passant, mais beaucoup sur l'adulte, et puis je suis passé à beaucoup écrire sur l'enfant, en ayant toujours dans mon travail le souci de repérer des éléments de structure et d'être pris dans la singularité des cas et de ce qui pouvait s'entendre dans le transfert avec chaque sujet, puisque j'ai suivi beaucoup de patients psychotiques adultes, par exemple, qui m'ont... il ne suffit pas de penser qu'un patient soit schizophrène. Monsieur X c'est toujours autre chose que Monsieur Y ou Madame Z. Bon, alors je suis passé pour l'enfant, alors l'adolescent. J'ai découvert cette clinique de pédopsychiatrie. J'avais une expérience avec les adolescents, mais surtout par le travail avec les petits-enfants. Et j'ai beaucoup appris grâce à mes collègues. Et le travail des petits-enfants, c'est aussi un travail qui m'a permis de réfléchir à la question de l'infantile. Et de l'infantile, et je dirais de ce qui serait préoedipien, enfin on peut appeler ça comme ça, en tout cas des prémices de la vie. Et en vieillissant, je me suis dit que j'étais de plus en plus intéressé, parce que ça venait déterminer, sur le plan de la structure, en sachant qu'évidemment, un enfant, quand il commence à être suivi, heureusement, il y a des remaniements et qu'il n'est pas construit, bien qu'il y ait des structures cliniques qui se mettent en place très jeunes. Évidemment, classiquement, c'est à la fin de l'adolescence que les choses se passent.
Donc ça m'a assoupli sur le plan de la structure et ça m'a enseigné davantage aussi sur la clinique qu'avec les adultes, puisque ça m'a permis d'éclairer différemment, d'entendre mieux ce qui se joue autour de la névrose infantile, ou ce qui serait dans un temps logique en deçà de la névrose infantile, avec l'infantile, les prémices de l'infance. Voilà. Et donc l'entrée dans la langue et le langage. Voilà. Alors, j'ai pensé que ce que m'avait apporté cette expérience en CMPP, c'était une lecture de la clinique de l'infanto-juvénile et adolescente. Et j'ai pensé écrire un livre en travaillant avec les gens de mon équipe pour essayer d'expliciter l'intérêt d'une institution de soins, comment un travail d'équipe est indispensable, comment un travail de synthèse est indispensable, en veillant à ce que tous les membres de cette petite équipe participent de façon hebdomadaire à une synthèse, et puis, et surtout, à travailler à partir des dires, de la parole des enfants, des adolescents et des parents. Mais aussi des gens qui étaient responsables au niveau administratif, des obligations que les uns et les autres ont, et surtout de tenir compte de ces... Alors, la clinique infanto-juvénile, et surtout adolescente, montre qu'il y a beaucoup de mise en acte qui court-circuite la parole. Je l'avais déjà repéré dans banlieue, mais j'ai encore plus eu confirmation avec la clinique de l'enfant et de l'adolescent. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'impression que ces phénomènes se sont accentués. Donc il y a quelque chose dans le champ du social, et je dirais dans l'évolution démocratique qu'on peut connaître ici, même si je pense que ça existe dans bien d'autres pays, qui montre qu'il y a quand même des ressorts idéologiques et politiques qui sont évidemment partie prenante du symptôme social et donc de ce que ça engendre au niveau des subjectivités individuelles. Je vais te dire, enfin, parce que, donc oui. Parce que effectivement, dans un moment de dialogue, il y a aussi, parce que ce que tu dis est évidemment pour moi extrêmement intéressant dans la mesure où cette espèce d'augmentation apparente des manières d'agir, de passer à l'acte, est pour moi, et tu me diras un peu ce que tu en penses, et ce que Lorenzo, ce que tu en penses, c'est que plus il y aura de fermeture de l'oreille à qui s'adresse le propos d'un enfant, d'un adolescent, voire des parents, plus le sujet non écouté, non accueilli convenablement, se manifestera dans la société et mettra en jeu, mettra en acte ce qui n'a pas eu l'occasion de porter à connaissance à une adresse précise, et qui n'est pas n'importe quelle adresse, puisque c'est une adresse qui doit être maintenue dans les lieux de soins et qui ne tourne pas comme aujourd'hui on assiste à cette espèce de turnover de ceux qui sont amenés à accueillir. Donc il y a là un balancement que je trouve pour moi à noter entre la fermeture et le risque de fermeture de certains lieux d'écoute et le nombre de passages à l'acte que les enfants et les adolescents vont devoir emprunter pour se faire entendre. Ouais. Alors, donc le livre en question, entendre la parole des enfants, est alors, ça a une fonction d'alerte, ça a une fonction surtout de transmission, transmission de la clinique, à partir de cette expérience de travail à plusieurs dans une institution, des gens qui et je vais reprendre les éléments, et puis parler après peut-être de si vous êtes d'accord, hein, mais des enjeux actuels, comment les choses se passent, peut-être revenir d'ailleurs sur le congrès de Stop DSM. Alors, moi, ce qui m'a semblé important, c'était avant tout, c'est mon souci clinique, hein, c'est-à-dire que je me suis dit, il faudrait restituer ce qui se passe cliniquement avec des jeunes patients dans un endroit donné, Villeneuve-Saint-Georges, qui est une ville, je dirais, encore bien plus pauvre que Nanterre, parce que dans Nanterre, il y a la défense, des entreprises, etc., avec il y avait à peu près 80 nationalités, enfin, c'est peut-être plus exacerbé encore qu'à Nanterre, mais avec des jeunes populations. Alors,
je tenais absolument j'ai proposé à des gens de mon équipe, enfin mon équipe de l'équipe, de faire un travail en commun, même si j'ai rédigé ce livre, sauf un chapitre qui était sous la rédaction. C'est Inès Segré qui l'a rédigé. Qui est psychologue. Alors, donc Inès Segré, elle est psychanalyste, elle était psychologue du travail et documentaliste. Elle est venue en stage. Elle n'a jamais travaillé vraiment. Elle est venue plus d'un an en stage. Et j'ai pensé qu'on pouvait travailler avec elle, surtout dans un travail de relecture, une précision. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs d'avoir une plus grande concision pour le livre. Et puis j'ai demandé à mon équipe, et donc Maria Renech Cardozo a accepté, avec qui j'ai travaillé donc 13 ans à peu près. J'avais recruté à l'époque, une fois que j'étais à la PSI. Et elle est aussi, Inès Segré et Maria Renech Cardozo sont membres de l'ALI, bon, mais deux personnes avec qui je m'entends bien. Et Maria Renech, on a travaillé ensemble sur des cas cliniques, à la fois des cas cliniques qui concernaient le CMPP de Villeneuve, bien sûr, étoffés de quelques éléments qui n'étaient pas forcément liés au CMPP ou d'autres CMPP, mais on s'est appuyé sur des cas concrets pour essayer de dire comment on a travaillé, comment faire en sorte que on peut dire quelque chose de l'histoire clinique d'un enfant, d'un cheminement au CMPP, avec ses succès, ses impasses, ses apports, voilà. Mais l'intrication même du travail de l'orthophoniste, de la psychomotricienne, du psychologue ou de la psychologue. Thomas Javel, qui est psychologue aussi, a beaucoup contribué. Donc ils ont amené des observations cliniques qui m'ont permis de les réécrire avec eux, et puis de ne pas suivre la symptomatologie appauvrie, réduite au descriptif du DSM-5 et de la CIM-11. Et donc on a fait ça. Bon, mais il y avait l'autre enjeu, c'était effectivement de montrer comment on travaille en institution, combien c'est précieux. Or, qu'est-ce qui est en danger depuis X temps, et ça s'accentue, c'est les secteurs psychiatriques et les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, la psychiatrie adulte, etc. Et aussi, on a vu arriver maintenant le médico-social, de plus en plus, qui a moins de moyens déjà que les CMP ou les secteurs psychiatriques, puisqu'on dépend au niveau du médico-social toujours des structures des secteurs publics, l'hôpital de jour, les CATTP et d'autres structures. Et puis, puis la création, là, depuis quelque temps, j'ai plus la date en tête exacte, c'est 2019 ou 2020, mise en place de plateformes d'orientation et de coordination. Moi, j'y vais revenir. Mais ce qui était important pour moi, c'était de restituer tout l'intérêt d'un travail en collectif de travail. Et d'une certaine façon, on s'est confronté à ça en écrivant ce livre. Parce que chaque chapitre a été discuté, relu, moi j'écrivais, voilà, bon. Et donc, j'ai trouvé que c'était important pour dire que c'était aussi une transmission par un travail. Des gens qui sont quand même tous, que ce soit Thomas Javel, Madame Cardozo et Inès Segré, tous psychanalystes. Hein. Mais quand j'emploie le terme de psychanalyse, c'est pas pour faire de la psychanalyse pure, c'est quelle lecture ça nous donne de la clinique, et puis, pour reprendre les éléments, le transfert, première des institutions, premier élément capital pour entendre la demande, l'adresse, la disparité des places, le type de dispositif mis en place, le transfert dans les CMPP ou dans les centres en général, dont on sait qu'il vient se loger, pas forcément avec la personne attendue, hein, donc en tenir compte, le transfert avec les parents, parce que sans le désir des parents qui soutiennent le désir de l'enfant, qui amène l'enfant en difficulté, c'est impossible de travailler pratiquement. Et donc voilà. Alors, ce livre, en fait, c'est un ouvrage de transmission et qui permet... Alors, on a fait... Voilà comment ça s'est construit. Il y a un premier chapitre qui concerne qu'est-ce que c'est qu'un CMPP,
un historique, aussi la façon dont les CMPP ont été mis en place parallèlement au secteur psychiatrique, dans des conditions un peu différentes, puisque c'était lié quand même au travail avec l'éducation nationale, dans l'après-guerre, avec quand même une volonté des pouvoirs publics d'être partie prenante, parce qu'ils voulaient faire, après la guerre, le pari de la jeunesse, mais aussi le pari de ne pas retomber dans... Et puis il y a eu... les malades mentaux ont quand même sont morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques, etc. Bon. À l'initiative aussi, je crois qu'il faut aussi le rappeler à cet endroit, à l'initiative de deux psychanalystes, notamment, qui, un assez connu qui s'appelle Moko, qui était psychopédagogue et psychanalyste, analysé par Laforgue, psychanalyste français, un des tout premiers psychanalystes français, et Favès Boutonnier, qui, elle aussi, grande psychanalyste d'après-guerre, qui ont contribué à mettre en place les premiers CMPP. À l'époque, Moko avait fait une démarche auprès du général de Gaulle pour obtenir de lui la possibilité de lancer les CMPP, et le premier des CMPP qui a été créé, c'est au sein même de Claude Bernard, en tout cas le lycée Claude Bernard ou le collège Claude Bernard, où le premier CMPP a pris son envol. C'était Claparède peut-être avant. Alors, ça s'appelait autrement, mais oui, mais c'est pas CMPP, c'est un centre psychologique. Je le rappelle dans le livre, mais je ne me souviens plus. Oui. En tout cas, tout de même, relever le fait que cette initiative est largement due à l'initiative au moins de deux psychanalystes. Oui, et puis après, beaucoup de cliniciens psychanalystes. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Oui. Mais bon, alors, le CMPP, bon, le livre, on s'appuie évidemment sur une expérience clinique en CMPP. Mais le CMPP, c'est un paradigme, parce que ça concerne le médico-social, mais bien entendu que c'est aussi un livre qui concerne l'évolution des secteurs psychiatriques, l'évolution des centres médico-psychologiques, qui sont aussi atteints par la même, la même déflagration, la même crise, et remise en cause de la pédopsychiatrie. Parce que la pédopsychiatrie, déjà en France, alors on le rappelle dans le livre, il y a, je crois, 17 000, près de 18 000 psychiatres. Inscrits au Conseil de l'Ordre, il y aurait 850 pédopsychiatres. Bon, on est quelques-uns à ne pas s'être inscrits en tant que pédopsychiatre, puisqu'on a d'abord travaillé comme psychiatre de l'adulte, mais de toute façon, ça reste insuffisant. La pédopsychiatrie est de plus en plus décriée par les pouvoirs publics, avec des mouvements contradictoires. Exiger moins de listes d'attente, plus d'accompagnement et moins la notion de handicap, on l'explique dans le livre comment les CMPP sont en train d'évoluer. À ce titre, je le dis parce que j'ai oublié de le donner, c'est que je suis membre de la FDCMPP, membre du conseil d'administration, plus investi dans la FDCMPP depuis quelques années, et on a pu découvrir à l'occasion de des déflagrations engendrées par l'ARS de Nouvelle-Aquitaine et dans d'autres régions de France, avec la mise en place des plateformes d'orientation et de coordination, une remise en question du travail qui se fait en CMPP. Donc ce livre, c'est aussi une alerte, un espoir que quelque chose soit entendu au niveau des services, des autorités de tutelle et des autorités politiques, en sachant malgré tout que depuis qu'a été écrit ce livre, et pendant sa rédaction, on avait écrit à quelques-uns, dont je faisais partie, l'émission Socle, qui permettait de prendre en compte le rapport de l'IGAS, qui permettait de prendre en compte le travail possible avec les plateformes, et que finalement, après des négociations faites par le bureau, moi je fais pas partie du bureau de la FDCMPP, malgré les efforts de Patrick Bellamiche, qui a été président de la FDCMPP, d'Amandine Buffière maintenant, et du bureau, finalement, tout le travail qui a été fait de préparation, de concertation, pour maintenir quand même une certaine éthique de travail et de traitement, de soins,
dans les CMPP d'accès direct a été balayé, puisque en avril dernier, c'est-à-dire en 2023, on attendait on savait qu'il y avait l'annexe 32, qui est le texte fondateur, qui d'ailleurs stipule le terme de psychanalyse, qui est une particularité de ces institutions comme possibilité de soins, des rééducations, mais il y a aussi la psychanalyse. Cette négociation, on nous a dit, c'est terminé, et notre président de la République a fait passer des consignes pour dire qu'il fallait réfléchir avant tout à la prise en charge des troubles du neurodéveloppement, parce que c'est ça les TND. Alors, donc je dis en quelques mots que ce qui est supposé dans ce trouble du neurodéveloppement, des troubles du neurodéveloppement, ce qui est supposé, c'est une causalité organique, un problème biologique. En psychiatrie, ordinairement, c'est toujours les trois composantes biologiques, psychologiques et sociales. Souvent non prouvées. C'est-à-dire lésions cérébrales supposées mais non prouvées. Voilà. Alors, ce qui est supposé, c'est que ces troubles du neurodéveloppement regroupent des entités essentiellement, et ça se voit avec les nouvelles, je dirais, prérogatives du président Macron, et puis du nouveau délégué interministériel à l'autisme, mais qui n'est plus maintenant à l'autisme seulement, mais au TND, troubles du neurodéveloppement, qui remplace Madame Compagnon, c'est Monsieur Étienne Pau, qui est docteur Étienne Pau, qui prend en charge cette affaire, mais c'est de mettre en place vraiment un travail de prévention, de dépistage précoce, de diagnostic. Alors, on ne peut pas critiquer cette démarche. Le problème, c'est à quelle clinique on se réfère, à quelle méthode, dès lors que ce qui est supposé mettre en avant la notion de trouble du neurodéveloppement, c'est la causalité organique. C'est une façon pour les cliniciens du transfert de gommer non seulement la tradition, le fait que le transfert est incontournable dans la clinique, mais toute dynamique relationnelle, et de finalement mettre de côté et ne plus tenir compte des apports de la psychodynamique, de la psychanalyse, et en supposant qu'il y a une causalité organique à chaque trouble du neurodéveloppement. Alors ça, les troubles du neurodéveloppement, c'est une espèce de fourre-tout nosographique qui est le fruit d'évolution du DSM-5 avec retentissement sur la CIM-11, et dedans, on retrouve on va dire ça, les 10 troubles du langage, TSLA maintenant c'est trouble du spectre, non, trouble spécifique du langage et des apprentissages. Donc, quelque chose qui concerne beaucoup les CMPP, puisque les CMPP, la particularité c'est qu'il y a un pôle pédagogique au départ, puisque ça a été créé avec l'éducation nationale, entre des gens du gouvernement, etc., mais avec des psychanalystes, des cliniciens et des gens d'éducation nationale. Détachés d'éducation nationale. Alors vous savez que tout ça s'est un peu effiloché. Bon, puisque les psychopédagogues, maintenant, il y a encore 2 diplômes universitaires qui essaient de raviver l'affaire, mais il n'y a plus de détachement pratiquement. Ce sont souvent les orthophonistes qui font le travail concernant les apprentissages dans les CMPP. Voilà, alors tout ça pour dire que finalement, on est dans un moment particulier. Alors, ce livre, il est sorti à ce moment-là. On a rappelé comment c'est qu'on s'est mis en place les CMPP, l'Annexe 32, qui maintenant n'existera plus. Depuis avril dernier, on sait que ça n'existe, il y aura une autre annexe, mais on attend toujours sa parution. Et en sachant que, d'une certaine façon, le fait et cause de la raison d'État actuellement, c'est de prôner la recherche neuroscientifique. Ce sont les neurosciences qui ont le vent en poupe. Alors moi, je n'ai rien contre les neurosciences, mais ce qui est embêtant dans ces politiques gouvernementales, c'est qu'elles obéissent à la fois à une dynamique économique, à un souci économique, à un souci budgétaire, à une idéologie qui laisse passer la question, qui met l'accent sur le traitement, à condition que ça soit surtout un traitement biologique et médicamenteux. Parce qu'il est supposé, comme tu l'as dit, qu'il y a une causalité organique, même si elle n'est pas encore prouvée. Et quand on a affaire
à des gens compétents, des chercheurs en neurobiologie, etc. Je cite particulièrement François Gonon parce qu'il est connu pour cela, et puis ils sont quelques-uns. On s'aperçoit que bon nombre de recherches supposées scientifiques, dès qu'il y a un premier, il y a souvent des recherches qui sont publiées, y compris par les journalistes, mais ce matin, je l'ai écouté, j'étais aux journées de Stop DSM, et il racontait que sur 40, par exemple, il avait étudié 46 parutions, et finalement, 3 seules avaient été retenues comme ayant une valeur scientifique. Donc on prône des vérités à l'avance, sans savoir les choses. Par ailleurs, les politiques actuelles sont essentiellement guidées par un trépied, qui est quand même que depuis des années, dans le médico-social, les législations ont changé, on en a parlé dans le livre, et mettent en avant la notion de handicap, non plus du tout de trouble psychique, oui, puisque ça fait partie du DSM, le mot trouble, mais pas la question, en tout cas, de la maladie, du symptôme, et qui devient, par exemple, impossible concernant les enfants autistes, dont on connaît la complexité et la diversité, dont le sol, d'ailleurs, la seule preuve biologique, finalement, c'est le syndrome de Rett, où il y a une anomalie génétique, et qui c'est quand même assez rare. C'est de proposer finalement des méthodes, je dirais, de traitement biologique, médicamenteux, et de prise en charge sous un angle plutôt éducatif, rééducatif, mais pas un éducatif ou un rééducatif agencé, ordonné par la question du soin. Et donc voilà, alors ce qui est mis en place, c'est que le handicap, et non plus la maladie ou le symptôme, au sens freudien du terme, mais même ce sont les signes cliniques, la description. Et il suffirait après d'appliquer telle ou telle méthode protocolisée, systématisée, au nom d'une science qui finalement n'a pas fait ses preuves et qui est plutôt sous l'angle d'un scientisme qui se répand que sous l'angle d'une véritable preuve scientifique. D'ailleurs, le modèle souvent avancé, il y a quelques années en tout cas, était le modèle du diabétique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on supposait une insuffisance insuline comme dégageant les symptômes d'un diabète, on avait l'idée que les troubles psychiques pouvaient aussi se lire comme une insuffisance de quelque chose et qu'il s'agissait de trouver en tout cas le médicament pour pouvoir rectifier cette affaire, ce qui est d'ailleurs une conception de la maladie mentale que nos aînés du 19e siècle avaient un tout petit peu avancé. Donc ce serait, à mon sens, aujourd'hui, c'est une régression par rapport aux avancées d'aujourd'hui. Ouais. Il y a un retour. Oui, absolument. Il y a un retour de l'organogénèse. Alors, François Gonon disait récemment, donc c'est pas plus tard que ce matin, que c'était extraordinaire parce qu'il y avait des recherches sur le cancer qui étaient importantes. Il rappelait qu'évidemment la médecine, la psychiatrie fait partie de la médecine. Mais il y a une telle complexité de la maladie mentale, des problèmes psychiques. Le cancer a sa complexité, mais quand on touche au cerveau, il y a une complexité d'autant plus grande que d'autant plus de facteurs rentrent en ligne de compte. Et que donc toute simplification est abusive. Il rappelait, alors il racontait des choses, là, je les avais notées, par exemple, d'abord qu'il n'y a aucun marqueur biologique depuis les années 70 qui fasse preuve que tel marqueur biologique authentifié va déclencher une maladie mentale. D'autre part, ce raisonnement-là, il faut faire attention parce que il y a des enfants qui ont un syndrome autistique avéré. Mais si on leur donne déjà un destin à l'avance, sans prendre en compte les changements, c'est absolument dramatique. Un sujet qui a une névrose infantile carabinée, qui devient un véritable névrosé avec des gros symptômes, peut connaître aussi une évolution différente s'il est pris en charge tôt. Bon, donc il y a une question de prévention de dépistage précoce que je ne renie pas, moi je trouve que c'est important.
Je pense qu'avoir des connaissances sur le plan des neurosciences, c'est important, être nourri par ça. Mais un chercheur n'est pas dans la position, et un observateur n'est pas dans la position d'un clinicien au quotidien avec les patients, parce que c'est un mode beaucoup plus artisanal. Ça n'empêche que des cliniciens sont intéressés par des recherches. Dans les centres hospitalo-universitaires, c'est très clair, à condition de prendre la complexité de l'affaire. Alors, un des enjeux du bouquin, c'était ça. Alors, dans les CMPP, il y avait cette complexité. Il y avait les abords de l'orthophoniste, du psychomote, éventuellement du psychopédagogue, un pôle représenté par l'assistance sociale, un travail de secrétariat absolument central de connexion avec de lien avec les familles. Même moi, bon, et puis le rôle du médecin qui vient quand même. J'espère que il y avait n'est pas forcément d'actualité. C'est-à-dire qu'on voit que le bouquin est plutôt militant pour qu'il y ait toujours des CMPP. Oui, mais ça prouve que je suis un petit peu. La perspective peut être prophétique, parce que il se vide de plus en plus les CMPP. Alors, bon, je ne sais pas si je suis très clair, mais enfin bon. En tout cas, voilà, il y a quelque chose évidemment qui me rend un peu dubitatif sur ce qui se passe. Même si je pense qu'il y a des choses qui vont aller à l'excès pendant encore peut-être une bonne décennie, voire plus, et qu'il y aura un retour, je l'espère. C'est pas sûr, puisque les progrès techniques sont d'autant plus compliqués. Bon, donc ce livre, il y a une partie qui concerne les CMPP, la façon dont on a travaillé au CMPP de Villeneuve-Saint-Georges, ses caractéristiques. Il y a des références sociologiques, je dirais, les populations, etc. La façon de travailler aussi particulière, que moi j'ai hérité d'une certaine façon du travail de mon collègue précédent, le docteur Marmoustein, qui avait déjà, en tant qu'analyste et psychiatre, pédopsychiatre, une expérience en la matière, et j'ai continué à creuser le sillon, même si je l'ai fait différemment. Un esprit de travail d'équipe dans la transdisciplinarité et adapté au cas par cas. Bon. Alors, on raconte ça dans le livre, et puis on passe à la partie clinique, où on a insisté d'emblée sur ce qui nous paraît le point fondamental, et qui est la question de la parole et du langage. C'est pour ça que le premier chapitre clinique concerne les retards de parole et de langage. Chez les petits-enfants, ça c'est une des premières choses qui m'avait marqué en pédopsie, c'est que j'avais bien du mal avec des enfants qui ne parlaient pas, ou qui n'avaient pas accès à la parole, ou qui étaient en grosse difficulté, et dont l'intérêt de la... Les orthophonistes d'ailleurs m'ont beaucoup enseigné là-dessus, moi, au départ. Mais ce qui m'avait intéressé, ça venait m'interroger sur comment un enfant entre dans la parole. Ça reste un mystère. Mais il se trouve que, à la faveur d'une prise en charge, la plus précoce possible, il y a des choses qui peuvent bouger pour l'enfant dans son rapport à la parole, en famille, et avec le thérapeute évidemment, mais aussi à l'école, puisque c'est quand même un des éléments importants des CMPP, c'est qu'il y a un travail étroit avec l'école. Le CMPP, moi j'ai toujours conçu, j'en profite pour le dire, comme un travail clinique, un travail de soins, et malheureusement actuellement c'est plutôt le mot accompagnement qui prévaut plutôt que celui de soins, comme de même que, j'ai perdu en cours de route, mais le handicap s'est substitué à la maladie, alors que le handicap aux symptômes psychiques, puisque le handicap, plutôt de le considérer comme un secondaire à l'affaire, il est mis en avant. Bon. C'est les législations européennes, les législations en France, etc. Avec cette idée de compensation. Avec une idée de compensation, de réparer, et qu'évidemment, et pour aider aussi les familles perdues, avec des enfants avec des pathologies lourdes très jeunes. Alors, une des dérives, c'est de considérer, par exemple, que avec l'évolution du DSM-5, dans les troubles du neurodéveloppement, il y a les troubles du spectre autistique, il y a les 10 dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi les difficultés, des déficiences intellectuelles, et puis principalement, et puis ce qu'on appelle maintenant le TDAH, qui est aussi le paradigme des troubles du neurodéveloppement.
avec une causalité supposée, mais pas tout à fait prouvée, mais qui serait en train d'arriver, et un regroupement symptomatique qui est tout à fait, comment dire, je dirais presque dicté par l'hégémonie de la lecture pharmacologique. Hein. Et son traitement, donc, et puis des surmédications et des surdiagnostics en la matière. Alors, avec aussi dans le DSM une extension enfin une ouverture des critères d'inclusion pour faire un diagnostic. Alors ce qui fait que du coup on a des... Bon. Donc la politique française actuellement, elle s'appuie aussi sur un code européen, hein, et mondialisé, qui est le handicap, l'inclusion scolaire, dont je peux dire, avec les retards de parole et de langage, et dans le chapitre qui a suivi les valeurs symptomatiques des apprentissages chez l'enfant, qu'on s'y est particulièrement attelé, en sachant que notre principe de base était simple en tant qu'analyste, c'est que on ne peut pas parler d'un corps ou d'un organisme pour un tout petit, ou d'un rapport à l'autre et au monde, sans qu'il y ait la parole et le langage qui permettent à un petit enfant, un bébé, de s'humaniser. C'est la parole et le langage qui est la condition humaine par excellence. Et peut-être aussi rappeler, et d'ailleurs tu le dis, et vous le dites dans ce livre, c'est que les parents sont davantage considérés comme non pas des co-thérapeutes, mais bien comme participants aux symptômes de l'enfant, et constituant le terreau premier de tout enfant, ont toute leur place dans le fait d'être accueillis en CMPP en tant que parents et impliqués de près ou de loin à la constitution du symptôme. Oui. Alors ça, par exemple, c'est quelque chose qui est plutôt actuellement mal vécu. Oui. À tort, parce que les parents, quand on travaille avec eux et on voit en CMPP, on voit qu'ils sont partie prenante, qui prennent en compte les choses. Alors évidemment, il y a beaucoup de parents maintenant qui arrivent avec un diagnostic tout prêt. Et là, évidemment, c'est tout un travail de confiance, de mise en confiance, un travail transférentiel. Parce que, évidemment, il y a des parents qui arrivent. Il y a les réseaux sociaux, la lecture facile de diagnostic et de prêt-à-porter sur la façon de faire. Mais il y a aussi l'école. Les directives de l'éducation nationale ou dans les écoles privées qui sont importantes à entendre, le souci de l'inclusion scolaire, donc, qui va avec le handicap, la compensation. Alors qu'on sait très bien que l'éducation nationale, par exemple, est très en difficulté, parce que les RASED n'existent plus, qu'il n'y a plus... et que le fait de recruter des aides à la ESH, par exemple, ne suffit pas. Et donc il y a une demande accrue au niveau des centres des CMPP, des CMP, et malheureusement il n'y a pas les moyens en personnel, et puis il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de nouvelles créations. Ce qui fait que les restrictions budgétaires engendrent une plus grande exigence des autorités publiques, une plus grande exigence des directeurs d'établissement. La plupart des CMPP sont des structures associatives, en 1901. Il y en a des CMPP municipaux, mais qui suivent évidemment les directives globales. Et le troisième pôle, évidemment, c'est l'inclusion scolaire, le handicap, c'est aussi justement cette politique autour des troubles du neurodéveloppement. Alors, dans les retards de parole et de langage, on avait beaucoup insisté comme la question des valeurs symptomatiques, des difficultés d'apprentissage. Ça rentre dans ces éléments qui concernent les TND, les dits TND. Si on traite les enfants uniquement sous l'angle d'un handicap, et d'une méthode, par exemple, comportementaliste, je suis plus attentif et beaucoup plus tolérant par rapport aux éléments cognitifs, hein, par rapport aux méthodes cognitives, parce que ça vient pour moi parfois comme complément au travail thérapeutique, classique. Au CMPP de Villeneuve, on avait travaillé avec l'association qui s'appelle Préau,
qui a la particularité d'avoir été fondée par des psychanalystes, Marie-Christine Nastig, Gabriela Crespa, qui ont permis ils ont essayé de concilier ce qui était de l'ordre de la connaissance neuroscientifique, du travail du cognitivisme, mais aussi, surtout, à la lumière de ce que la psychopathologie et la lecture du transfert, les repérages analytiques peuvent apporter. D'ailleurs, ils ont été considérés comme des mauvais sujets puisque trop psychanalytiques. Donc actuellement, le vent en poupe, c'est autour du trouble neurodéveloppemental, c'est de faire toute une politique de soins centrée là-dessus. Alors peut-être aussi, Louis, je reviens aussi, ça rejoint, enfin ça prolonge ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a effectivement, comme l'indiquent d'ailleurs nos collègues dans ce numéro de psychiatrie française que je citais au début, il y a aussi ce second modèle qui semble s'imposer. Alors, ils ont une formule que je trouve tout à fait appropriée. Le second modèle, donc, donne à la prévention la tâche prioritaire de réduire au maximum le recours à la psychiatrie. C'est-à-dire que ils font la distinction entre ce modèle que tu décris, à savoir une institution comme CMPP qui accueille de façon parfois même préventive les soins à donner aux tout petits, et puis il y a aujourd'hui une pente à désinstitutionnaliser les soins médico-sociaux et pour mettre en place une prise en charge davantage portée par le social pur et beaucoup moins concernant en tout cas les lieux d'accueil du symptôme, tout cela s'inscrivant dans ce mouvement que tu as tout à l'heure évoqué. Donc il y a aussi cet aspect à la fois politique dans lequel nous sommes aujourd'hui davantage pris qu'il y a encore quelques années. Oui, alors attends, je vais répondre à ça parce que c'est important, mais sur le plan clinique, là, j'ai insisté là-dessus parce que les apprentissages, c'est le deuxième chapitre clinique, oui. C'est vraiment la chose la plus courante au CMPP. Les difficultés de traverser les enfants sont aussi des indicateurs de ce qui se passe socialement. Et ce qui fait d'ailleurs que les gouvernants encore récemment disaient mais alors la France est passée au je sais pas combienième rang pour le calcul. Donc il y a des choses on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un malaise social qui est considérable actuellement et qui est inquiétant. Moi ce que je perçois c'est qu'il y a un détricotage du service public. Une politique évidemment qui va vers la désinstitutionnalisation, etc. Mais pour revenir sur les éléments cliniques, avant de revenir là-dessus, parce que c'est le point que tu souhaites là, c'est que il y a un troisième chapitre sur les enfants placés dans ce livre, parce que ça évoque justement l'abandon, le deuil, le traumatisme, et qu'on a eu beaucoup cette expérience au CMPP de Villeneuve, avec beaucoup d'associations de placement. Et beaucoup de familles d'accueil, mais aussi d'enfants ou d'adolescents placés en foyer, que ce soit de manière aiguë, suite à un signalement par exemple, ou de manière transitoire, ou de manière chronicisée. Voilà, il y a un chapitre après qui interroge quelque chose qui maintenant est devenu problématique pour les pouvoirs publics. Parler de psychose chez l'enfant devient problématique, parce que dans les troubles du neurodéveloppement, sous la rubrique troubles du spectre autistique, le mot psychose infantile a disparu. C'est le fruit d'une évolution du DSM, etc. Et dans ce livre, on a voulu rappeler que les psychoses infantiles, ça existait, notamment dans le chapitre retard de parole. On a voulu le différencier, par exemple, de la question d'autisme. J'ai oublié de dire que ce livre on a mis une quinzaine d'observations cliniques, évidemment en essayant de rester le plus anonyme, c'est le point important, mais on a essayé de raconter à chaque fois le tissage qui s'est fait avec les différents intervenants dans l'affaire, et du travail avec les parents. Il y a un autre chapitre sur les adolescents, les deux derniers chapitres sont sur les adolescents, parce que on a eu à la fin, moi quand j'ai arrêté de travailler à Villeneuve, c'était il y a 2 ans maintenant, précisément, c'était 30% des consultations. Et le travail avec les adolescents et les préadolescents enseigne beaucoup. Hier,
toujours dans ce congrès de Stop DSM où j'étais, Dominique Tourès-Landman, elle faisait valoir l'évolution de la pédopsychiatrie, les difficultés. Et elle a dit un truc très juste, qui rebondit sur ce que j'avais écrit sur les banlieues, le discrédit de la parole. Elle disait que la parole n'était plus... C'était comme si la parole n'avait plus valeur scientifique dans le repérage de la clinique. Non mais c'est quand même extraordinaire. Alors justement, avec les adolescents, on a affaire à des adolescents en CMPP, dans les institutions. Contrairement à ceux qui sont vus en cabinet, qui viennent souvent avec des... Enfin, c'est dans le même registre, mais c'est plus accentué dans les... je dirais dans des lieux de soins, avec quand même... où la précarité sociale est plus marquée, qui sont dans des mises en acte. Passage à l'acte, acting out, mise en acte qui peuvent aussi avoir valeur d'appel, suicidaire, des violences ou des auto-agressions, des scarifications, enfin bon, c'est détaillé. Donc on a essayé de raconter un peu des questions de l'adolescence à travers des cas cliniques, y compris par exemple un cas de phobie scolaire, qu'on a mis là et non pas on a bousculé un peu la symptomatologie habituelle sous le mode des classifications. Tout à l'heure, j'écoutais Bernard Audier, je suis dans l'actualité de ce que j'ai qui disait, est-ce que le clinicien, en gros, il est là pour classer ou pour classifier ou pour soigner. Voilà. Alors, moi, quand j'emploie le mot soin, c'est aussi, je ne néglige pas la partie du care. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait des accompagnements ne me gêne pas du tout. Le fait que des parents soient aidés socialement, qu'il y ait des lieux de rencontre, ça a toujours existé, au contraire. Oui. Mais il faut quand même reconnaître la spécificité des institutions de soins. C'est ce qu'on a essayé de raconter aussi dans le livre, à travers la question de ce que de manière lacanienne on appelle le réel de la clinique. C'est la dimension de l'impossible qui échappe à la représentation, qui échappe aux mots, quelque chose d'un reste, parce qu'on est toujours en train de bricoler cliniquement. Il n'y a pas de choses qui tombent juste. Par exemple, une méthode à bas qui se voudrait, ayant la méthode par excellence, qui est d'ailleurs maintenant décriée pour des enfants autistes, pour les apprentissages, etc., qui est maintenant d'ailleurs complètement décriée aux États-Unis, on voit bien que c'est pas du tout la même logique. Bon. Il n'y a pas une question-réponse, comme si on ne prenait plus compte de la dimension d'équivocité du langage, de la dimension de l'inconscient, du symptôme, enfin bon, tout ça. Bon. Et de l'adresse aussi. Même si un enfant autiste ne parle pas, il y a une façon d'être présent qui fait que c'est pas une... Si on le réduit à une chose, à un sujet humain chosifié, ça va pas du tout. Ou simplement à rééduquer, et quand bien même, l'avantage dans les méthodes cognitives, par exemple, c'est quand même d'amorcer quelque chose qui font entrer dans le langage, même si c'est pas tout à fait le même habillage. Et puis aussi, peut-être souligner, là aussi je reviens sur les parents, il est entendu que les CMPP ont toujours accueilli non seulement les questions que pouvaient avoir évidemment les parents qui ont des enfants autistes, mais aussi l'incidence que cette présence d'un enfant autiste avait dans l'économie familiale et qui reste encore à accueillir correctement et non pas à dissocier entre l'autisme d'un côté et l'accueil familial et sociétal par ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut toujours traiter le sujet dans sa singularité et dans sa situation, dans le contexte familial, avec ses particularités. Mais alors, justement, j'ai perdu l'association. Mais alors, il y a un chapitre aussi sur la question de ce qu'on appelle maintenant les incongruences de genre, qui s'appelait dysphorie de genre, la question trans, etc. Puisqu'on a commencé à voir arriver des patientes, notamment des patientes qui posaient cette question. Et d'accord. Voilà. Alors, la fin du bouquin, c'est sur les événements. Enfin, c'est une succession d'éléments à partir de comment c'est mis en place l'idée que les CMPP n'auraient plus la même vocation,
qu'on devrait les changer, qu'il n'y a pas assez d'efficacité, ça a trop reposé sur la psychanalyse, mettre une politique rééducative, renforcer le scolaire, comme si le scolaire pouvait être détaché de la subjectivité de l'enfant. Renforcer l'insertion sociale. Renforcer l'insertion sociale, alors que ça a toujours été un souci. D'ailleurs, plus les situations sont complexes, plus on avait affaire à des synthèses avec des professionnels de l'enfance qui intervenaient, telle personne de l'ASE, telle personne du judiciaire, telle personne de l'éducatif, du pédagogique. Bon. Mais en sachant respecter la disparité des places, des fonctions et des discours, parce qu'on peut répondre que d'une certaine place, et dans l'intérêt de l'enfant. Alors, fondamentalement, ça n'a pas changé. Moi, ce qui m'a intéressé, le seul intérêt que je vois maintenant aux plateformes d'orientation et de coordination, c'est de mettre l'accent sur la prévention et le dépistage précoce chez des enfants de plus en plus petits. En CMPP, moi j'ai connu que des enfants, le plus jeune qu'on ait eu, c'est 2 ans et demi, sinon c'est au minimum 3 ans. C'est vrai que dans les CAMS, il y a un accueil beaucoup plus... Moi, avec des collègues, par exemple à Préau, avec l'UDAP de Préau, avec Gabriela Crespa, j'ai eu l'impression que je comprenais leurs soucis, qu'on puisse repérer le plus précocement possible chez un enfant des signes de type, pour que l'enfant on puisse l'aider à entrer dans le rapport à l'autre, à ce que l'autre puisse exister, alors que dans la psycho c'est un peu différent puisque l'autre y est déjà. Il y a des choses quand même qu'il faut dire. Alors ça, je trouve ça intéressant, mais comment mettre en place des plateformes quand on sait qu'il y a des difficultés dans les institutions soignantes comme les CMP, je parle des ambulatoires, là, CMP, secteur sanitaire, médico-social, CMPP, au lieu de renforcer ces lieux de soins, on a renforcé un petit peu les secteurs psychiatriques avec le Ségur, là, etc., mais c'est peanuts. On veut nous faire croire que les secteurs psychiatriques vont continuer, mais finalement, que ce soit le médico-social ou le sanitaire, on a l'impression que c'est une mise au pas progressive des cliniciens pour répondre de manière la plus rapide, sans prendre le temps, par exemple, de la temporalité des soins, à la question du handicap, comme s'il y avait une réponse. Tu parlais du diabétique, il a une surveillance, etc. Ça reste assez technique. Or, travailler avec un enfant, un adolescent, c'est vraiment, ça peut prendre des années. Ça, on peut pas trop l'entendre. On dit ça bouscule. Il faut prendre. Il y a des gens, c'est pas juste, mais ce sont les pouvoirs publics qui eux-mêmes sont en carence, qui n'ont pas créé des lieux spécialisés, qui n'ont pas créé des lieux spécialisés pour des enfants qui échapperaient même à la notion d'inclusion scolaire. Parce que même en renforçant l'école, en professionnel, j'ai appris hier qu'il y avait 200 000 professionnels en Italie, par exemple, pour ces questions-là. Il n'y a pas du tout l'équivalent en France. Alors, on ne peut pas, une fois qu'au niveau institutionnel, l'Italie, on avance sur ces questions, mais je dois dire que il faut savoir qu'il y a des enfants qui, malgré tous les efforts possibles, on présente des pathologies autistiques ou psychotiques, une psychose infantile suffisamment grave pour qu'on puisse et encore et toujours créer des établissements spécialisés, même si l'effort est à l'inclusion scolaire de manière démocratique, c'est pas exagéré. Bon, maintenant, alors, le livre, ça concerne tout ça. Les enjeux éthiques, c'est effectivement qu'actuellement, on est tombé dans un scientisme et on fait beaucoup valoir la question de la science, là où, justement, elle n'a pas fait ses preuves. Et d'ailleurs, les scientifiques honnêtes et qui ne sont pas pris dans des conflits d'intérêts, ni une volonté de publier à tout va, etc., considèrent que, tel que les choses se passent, on est dans un mouvement qui consiste à repenser la psychiatrie, la pédopsychiatrie, en sachant que finalement l'intérêt de l'absence de marqueurs biologiques, c'est de dire qu'il n'y a pas de clinique biologique. Alors hier, quelqu'un a employé le terme, mais peut-être on va être bientôt dans une clinique qui tend vers une clinique numérique. Mais il l'a dit de manière critique, c'était pas
pour dire qu'avec les progrès de l'intelligence artificielle, sur lesquels il n'y a rien à dire, il y a à la fois des aspects formidables, des aspects totalement inquiétants, le profil du transhumanisme d'un côté, de l'autre côté des progrès médicaux qui permettent à des gens d'aller mieux. Il y a quelque chose là qui n'est pas rejeté. Mais on est dans une époque de scientisme. Alors, ce que j'ai entendu hier, ça va répondre un peu à ton introduction, c'est que, évidemment, actuellement, les pouvoirs publics semblent laisser tomber le choix de... Ils font valoir toujours une transdisciplinarité. Ils voudraient, effectivement, que le public et le privé puissent collaborer. Ils voudraient aussi que dans la carte sanitaire en France, les lieux de soins, il y ait quelque chose de plus homogène. Mais il n'y a plus assez de médecins. Et il faudrait aussi rappeler que le médecin a un code de déontologie médicale. Et par exemple, avec la coordination des plateformes qui se met en plus de ce qui existe, comment coordonner des soins pour un enfant, même si la plateforme... Il y a des plateformes qui sont intégrées au CMPP, qui travaillent déjà. Mais il faut savoir qui a la responsabilité. C'est deux lectures souvent de la clinique. Maintenant, de plus en plus de praticiens, de jeunes praticiens sont formés à la clinique des TCC, des TND, etc. et n'ont même plus cette idée du relationnel comme essentiel. Mais ils l'apprennent au fur et à mesure de leur expérience. Alors là-dessus, on peut être optimiste, puisque le transfert, je dirais, même si les conditions du transfert sont de plus en plus altérées, il n'empêche que, confronté à la clinique, on s'aperçoit qu'on vient buter comme patient, comme parent, et que ça, c'est le point de l'impossible du réel. Mais justement, la fausse science fait croire que le réel, on pourrait finalement le gommer, l'annuler, le dénier, enfin, j'en sais rien. Et les vrais scientifiques, les scientifiques comme François Gonon et d'autres, considèrent que c'est une hérésie, et c'est une hérésie pour la science, et les sciences fondamentales aussi. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai écouté, moi, hier après-midi, des collègues psychiatres américains de l'adulte. En fait, c'est très simple. Ils considèrent qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. On leur demande de classifier. En même temps, c'est extraordinaire. C'est des gens qui, certains étaient des repentis de pas ceux d'hier, mais du DSM. D'autres racontaient comment ils avaient participé à cela avec un certain engouement, en disant combien c'était à la fois démocratique, qu'il y avait des expertises, que c'était très rigoureux sur le plan de la méthode, sans parler du contenu. Mais ce que j'ai compris, moi, c'est qu'ils n'avaient pas assez de moyens, et donc la psychiatrie était réduite à on reçoit les gens, on fait un diagnostic, on donne un traitement. Et ce modèle-là, c'est vraiment le modèle qu'il faut combattre. Donc un livre comme ça permettrait de transmettre de la clinique, de l'intérêt de l'institution. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire entendre le discours analytique pour raconter cela, et puis de faire entendre aussi que des options politiques qui participent d'un détricotage du lien social, qui participent d'une certaine façon d'anonymiser les soins, d'une protocolisation généralisée, de ne plus prendre en compte que l'humain, sa condition même, c'est la parole, et que la parole est le langage de l'humain, même s'il y a du vivant, même s'il y a des formes de communication chez l'animal, n'ont strictement rien à voir, et que c'est abusif, que tout n'est pas neurocérébral, qu'il y a effectivement un cerveau, et comme tu le disais si bien, un cerveau qui pense tout seul, ça pense pas tout seul. Et que qu'on est fait de l'autre, et que toute cette clinique montre qu'on est fait de l'autre, des semblables, de ceux qui amènent une certaine altérité par le langage, et ça a de l'importance. Que par exemple le semblable et le prochain c'est pas la même chose. Que pour symboliser la vie, le corps, pour parler du corps, pour faire des neurorecherches, si on ne sait pas que le langage et le corps et la parole permettent de symboliser ce qui fait organisme, rapport à l'autre, etc., ça ne va pas. Et c'est ce qui est tendance à être gommé actuellement. Bon. À propos de manque de moyens, on manque de temps aussi. Il va falloir qu'on arrive à une conclusion. C'est-à-dire, voilà, je
Tu veux conclure peut-être? Bah, moi, j'aurais une dizaine de questions à poser, mais je ne sais pas si... Mais là, donc, en vous écoutant, on comprend bien que la pédopsychiatrie, la psychiatrie aussi, ont échappé au contrôle des médecins. Moi, quand je me suis formé, la psychiatrie parlait des psychoses, des névroses, parlait de délire, parlait de pathologie psychiatrique. Et le psychiatre était celui qui gérait le discours. Aujourd'hui, on voit bien qu'on parle de politique, on parle de société, on parle d'école, on parle de neurologue, on parle d'orthophonie, psychomotricité. Donc, la psychanalyse aussi est sortie des universités de médecine, donc est un discours à part. Donc on peut se poser la question, effectivement, est-ce que les médecins... De psychologie, université de médecine et surtout de psychologie. Et de psychologie, oui. Est-ce qu'on peut considérer que le médecin suffit à lui-même à contrôler le discours? Est-ce qu'il faut faire parler plusieurs intervenants? Est-ce que, peut-être, je le dis de façon provocatoire, est-ce que l'introduction des TND est une tentative maladroite de se réapproprier de la psychiatrie de la part des médecins? Ça, je crois pas. Moi, je crois que c'est une réponse à l'exigence économique et idéologique de nos gouvernants en général, parce qu'on est dans une économie de marché mais, qui est tellement mondialisée, qui est un marché, c'est pas choquant, mais je dirais, pour pas être, que l'ultralibéralisme financier gouverne notre monde, et que ça a des retentissements, et que ça vient toucher malheureusement, dans un pays comme la France, c'est un pays où il y avait quand même tout un service public ou médico-social articulé, etc. Maintenant, on veut bousculer tout ça, parce qu'on dit, la science va nous permettre, grâce à l'intelligence artificielle, sans doute soit de gagner du temps, soit d'économiser la question de la parole, ou même d'utiliser des semblants de la parole pour faire office de faire parler les gens. Moi, je dirais aussi, peut-être pas pour terminer, mais enfin, j'aimerais bien que ça se termine là-dessus, c'est vrai, c'est que les TND, pour répondre à ce que tu dis, Lorenzo, je pense que les TND sont une tentative massive, et qui n'est pas neuve, d'éviter la question de l'inconscient. Oui. C'est-à-dire, c'est une énième tentative pour dire que de l'inconscient, il n'est pas audible du tout d'en parler et de faire advenir ce qui, pour moi, et certainement pour Louis, et certainement aussi pour toi, Lorenzo, constitue une avancée majeure pour l'humanité. Et c'est de cela dont il s'agit. Oui. Mais c'est pour ça que c'est au-delà de la psychiatrie est très importante. Parce que c'est au moins la dernière référence médicale. Les médecins étaient responsables dans les CMPV. Maintenant, comme il n'y en a pas assez, eux-mêmes vont être un peu destitués de cette place. Oui. Mais les médecins étaient formés à la psychanalyse. La psychanalyse, ça ne doit pas être l'hégémonie totale comme à une époque, mais ça donnait quand même l'idée plus large de l'humain en tant qu'ayant aussi un inconscient. L'inconscient et le conscient chez un neuroscientifique n'est pas du tout du même ordre que l'inconscient analytique, c'est le langage qui est la condition de l'inconscient. Et du symptôme, etc. Bon, enfin, merci beaucoup, Louis Sciarra, de ton intervention. Merci pour avoir évidemment écrit ce livre que nous recommandons à nos spectateurs. Et écoutez, auditeurs, spectateurs, et que ça constitue probablement un excellent outil pour lire un peu l'actualité de la pédopsychiatrie, et puis surtout faire réfléchir en tout cas ceux qui interviennent dans ce champ médico-social. Merci encore, Louis Sciarra. Bon.